nous allons être en contact avec Dr Zoher Lena. Zoher Lena, qui était en visite à Bangladesh, au Bangladesh plutôt, pour visiter les camps des Rohingyas qui sont là-bas, qui va nous raconter, il va nous faire un débriefing de ce qu'il a vu, de ce qu'il a rencontré et de ce qu'il nous attend de nous pour pouvoir être disponible et aider nos amis et nos frères musulmans qui sont en souffrance là-bas suite à l'exode et la fuite des misères et des souffrances et de la tuerie qu'ils ont subie. Voilà. Dans quelques minutes, voire quelques secondes, nous serons en direct avec Dr Zoher Lena. Oui, allô? Allô? Allô, salam alaikum. Bonsoir, Dr Zoher Lena. Vous êtes en direct sur Voice of Morocco de Namur en Belgique. Nous sommes très heureux de vous recevoir via micro pour pouvoir nous raconter un petit peu votre séjour, qui n'était pas un séjour touristique, mais plutôt un séjour humanitaire au Bangladesh. Vous avez été visiter les camps des Rohingyas et nous voulons aujourd'hui partager votre sentiment, votre vécu sur place avec nos auditeurs, avec les Marocains du monde, pour pouvoir sensibiliser et faire réveiller, bouger des consciences afin de venir en aide à cette population. Nous sommes très ravis de vous recevoir de nouveau. Vous êtes un habitué aujourd'hui de l'émission Voice of Morocco. صوت المغرب اللي هو صوتي وصوتك وصوت المغاربة كاملين كيشرفنا أنك نستضيفوا الدكتور زهير لهنا. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. شكرا. الله يجزيك بخير. Merci beaucoup de m'inviter sur votre antenne pour parler à mes frères marocains de l'Europe et du monde. Du monde. Effectivement, donc j'ai eu, disons même, je vais dire, j'ai eu la chance de pouvoir aller jusqu'au Bangladesh pour faire un petit quelque chose pour les Rohingyas qui sont en souffrance et que tout le monde maintenant connaît la situation et le sort, parce que plus personne maintenant peut dire je ne savais pas ou je ne sais pas. Surtout qu'il y a eu beaucoup de buzz cette semaine avec quelques acteurs et quelques personnes, et aussi la visite du pape pendant 6 jours dans la région. Mais ce sont des gens qui habitent un État qui s'appelle l'Arakan en Birmanie, qui sont musulmans. C'est juste 2% de la population. Ils y sont installés, je pense, minimum, selon les historiens, 5-6 siècles. À mon avis, ils sont devenus musulmans par les marchands musulmans qui ont amené l'islam par leur comportement, par le bon comportement au niveau de l'Asie du Sud-Est, comme à l'instar d'autres grands pays musulmans comme l'Indonésie et la Malaisie, mais il y a tous les autres musulmans, le Vietnam, le Cambodge, la Birmanie, où il y a quelques minorités musulmanes. Mais malheureusement, depuis maintenant 25 ans, ils ont commencé disons qu'on aura déjà retiré la nationalité en 82, parce que les États-nations faits en post-colonisation ne sont pas un bienfait pour tout le monde. Parce que les gens avant, il n'y avait pas de nation, les gens vivaient là où ils se trouvaient. Après, il a fallu faire des nations avec des frontières tracées au stylo. Et forcément, la Birmanie est devenue un pays donc, après le départ des Anglais. Donc les Rohingyas, c'est une ethnie qui est certainement apparentée aux Bengalais, parce qu'ils ont la même couleur de peau et on peut un peu les confondre. Et qui est installé au bord de mer, parce que c'est là où arrivaient les bateaux. Ils étaient là depuis toujours très longtemps, donc ils ont eu la nationalité, puis refusée. Et en 92, ils ont eu la première exaction, qui se sont succédées en plusieurs étapes, 95, 2005. On en a entendu un peu parler en 2012, parce que c'était très important.
les grandes exactions, elles ont apparu juste au moment de l'Eid-Kbir, fin août, je me souviens très bien. Et ça leur a donné une dimension planétaire parce que c'était filmé et diffusé par les réseaux sociaux. Donc actuellement, en 3 mois, selon l'ONU, il y a 622 000 nouveaux arrivants sur les 200 à 300 000 qui existaient. Donc vous imaginez, on a à peu près, selon les gens, selon les estimations, entre 800 000 et 1 million de personnes dans différents camps, dont un qui peut être le plus grand camp de réfugiés au monde, que moi j'appellerais plus un bidonville qu'un camp, parce qu'il est mal structuré et mal fait. Toujours un camp est un camp, hein, c'est pas un endroit pour vivre décemment. Et voilà, la situation elle est un peu difficile. Vous étiez sur place, vous avez vu un petit peu la situation? Oui, en fait, donc moi j'ai essayé de partir depuis 2 mois et finalement j'ai trouvé une ONG, des amis avec qui je partais en Syrie, on opérait là-bas, et qui en fait ils ont envoyé quelqu'un originaire du Bangladesh pour voir ce qui se passait là-bas, une ONG anglaise, et en fait il a une version française du OSSM, et on est parti donc pour opérer des patients, parce que les hôpitaux du Bangladesh ils sont très pauvres, hein, ils peuvent un peu s'apparenter aux hôpitaux marocains, on est un peu plus sale, et malheureusement, et avec peu de moyens, parce qu'il faut quand même savoir que le Bangladesh est un pays de 160 millions d'habitants, c'est un pays pauvre. Il n'a pas beaucoup de moyens, pas beaucoup de terres agricoles, malheureusement aussi mal gouverné, beaucoup de corruption. Bon, c'est plus une nouveauté, tous les pays du Sud ils ont ce malheur. Et donc le fait que les gens arrivent sur cet état-là, donc ça met l'état central en difficulté. Et nous on est partis parce que les hôpitaux, on nous a dit que les hôpitaux prenaient en charge les urgences, mais pas les cas un peu, disons, un peu lents, pas urgents, comme les hernies, les trucs, par exemple les plaies par balle et les prises en charge. On a vu, il y avait des patients qui avaient des plaies par balle et des fractures qui ont été opérées, mais tout ce qui est un peu pas urgent, ils ne s'en occupent pas, faute de moyens et même de volonté. Donc on est parti, on a opéré dans une clinique privée qu'on a louée sur 3 jours, quelques cas, mais c'est en deçà des besoins énormes qu'il y a sur place. Voilà, parce que le camp est immense et vous avez beaucoup de gens qui viennent d'arriver, donc il fallait donc les installer, leur donner des bâches pour construire une maison de fortune, leur donner de quoi faire de la nourriture, juste un peu de riz et de l'huile d'olive, enfin de l'huile, pas de l'huile, de l'huile normale, et du sucre, enfin des choses nécessaires. Et on a aussi donc, on leur donnait aussi une carte pour pouvoir les recenser. Il y a pas mal d'ONG qui ont mis en place aussi comment on appelle ça, des distributions, comme j'ai dit, aussi d'autres qui s'occupent de creuser des puits, d'autres qui mettent en place des latrines, parce qu'il faut quand même, autant faire se peut, travailler en amont des infections. Et il y en a pas mal aussi qui ont fait des centres de santé primaires, qui sont plus ou moins bien. Il y avait une espèce de Au niveau chirurgie, maternité, c'est pas très bien, c'est encore, vous savez, donc pour 600 000 habitants, il n'y a que 2 hôpitaux de brousse, un de Médecins sans frontières où il n'y a pas de bloc opératoire et un de la Croix-Rouge où il y a un bloc opératoire. Oui, parce que l'État de Bangladesh voudrait qu'il n'y ait rien de durable parce qu'il pense que tous ces gens vont partir bientôt, ce qui, à mon point de vue, n'est pas possible parce que les gens ont très peur de revenir là-bas. C'est une immigration transitaire, hein? Ah ben non, je pense qu'ils vont rester. Ce sera comme les Palestiniens, c'est transitaire depuis 10 ans. Non, ils ne pourront pas revenir parce qu'en fait, il n'y a pas de sécurité. Et il faut qu'il y ait des États forts qui peuvent les faire revenir et assurer leur sécurité. Personne ne s'est prononcé là-dessus. Deuxièmement, il y a une arme qui était déployée, qui est une arme fatale et qui
qui a beaucoup heurté ces gens, qui sont simples, mais qui sont profondément croyants, c'est l'arme sexuelle. Donc on fait tout pour agresser leurs filles et leurs femmes sexuellement. Et les gens donc commencent à fuir, surtout à cause de ça, parce que j'ai eu quand même l'occasion de discuter avec certaines personnes âgées que j'ai croisées sur le camp. Et forcément, ils sont venus, parce qu'on ne quitte pas son petit village. Nous sommes toujours en direct avec Dr Lena. C'est sûrement puisqu'il nous parle. Oui, voilà. Quand même. Voilà. Donc, on ne quitte pas tout ça pour aller dans une tente et remplir un camp, un bidonville, sauf si on n'a pas le choix. Et ces gens-là n'ont pas eu le choix. Ils ont été poussés à partir. Votre arrivée au Bangladesh, les Bengalais sur place, comment ils vous ont regardé, comment on l'accueille, comment ils vous ont accueilli? C'était facile pour vous? Non, c'est moyen, c'est pas facile. En fait, au niveau de la frontière, c'est compliqué déjà, au niveau de l'aéroport. Ils nous ont donné que 10 jours de visa, même si on avait eu une lettre d'invitation d'un hôpital et tout ça. C'est compliqué. Ils freinent les cas de fer, comme on dit. Mais sur place, une fois qu'on est sur place, c'est les militaires qui tiennent le camp, donc ils laissent passer tous les gens qui viennent pour aider, ils ne les embêtent pas. D'accord. Parce qu'il y a quand même une pression internationale sur le Bangladesh, notamment la Turquie, et donc il ne peut pas quand même refuser les aides, on dirait de façon cynique. On veut les maintenir en vie, mais pas leur donner du confort. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire les besoins de la population Rohingya au Bangladesh dans ces camps? Je pense qu'ils ont besoin de tout. Parce que leur état politique n'est pas bon. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'ils n'ont pas le statut de réfugié. Parce que dès qu'on est réfugié, on a tous les statuts. En fait, on a un statut reconnu par l'ONU, on a le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit au travail. On a presque une carte de séjour. En fait, là, au niveau du Bangladesh, ils ne sont pas réfugiés. Ils sont juste des hôtes. Ils n'ont pas tout ça. Pour vous dire qu'au niveau du camp, il y a des associations qui ont fait quelques semblants d'écoles pour occuper les enfants, qui sont très nombreux, mais ce ne sont pas appelés écoles. Donc ça s'appelle, leur nom actuel c'est TLC, c'est Temporary Learning Center. C'est juste pour occuper les enfants. Temporairement. Donc, voilà, même s'ils restent là pendant longtemps, ils n'auront pas de diplôme. Parce que les premiers venus qu'on trouve dans le camp, ils sont arrivés en 92. Un de nos traducteurs il est né au Bangladesh, mais il n'a aucun droit aussi. Même pour venir chez nous, Cox's Bazar, il avait une autorisation spéciale. Maintenant, en fait, on ne les autorise même pas à aller à Cox's Bazar, qui est la ville la plus grande, la plus proche, parce que pour éviter tout frottement avec les Bangladais, qui trouvent en eux des concurrents. Tandis que ces gens-là, on peut voir que l'arrivée des Rohingyas peut être un bien, parce que quand vous accueillez des gens en détresse, il y a d'autres gens qui viennent aider, et Allah peut ouvrir d'autres voies qui sont bien pour tout le monde. On donne un exemple. Par exemple, les hôtels là-bas ne fonctionnaient que pendant la saison, c'est décembre, janvier, février, là ils fonctionnent toute l'année, parce qu'ils sont pleins d'humanitaires. Donc il y a des choses là aussi qu'on gagne. Vous savez, la Turquie qui a reçu beaucoup de Syriens n'est pas que perdante, elle est gagnante parce que au même temps elle a un beau visage parce qu'elle a aidé les gens en détresse, et deuxièmement il y a beaucoup de matières grises et de gens de bonne volonté qui sont en train de créer actuellement de la richesse en Turquie, et de même en Allemagne. L'Allemagne qui a reçu 1 million et demi de Syriens environ, ils vont créer beaucoup de richesses en Allemagne. Mais les gens qui ont des petites vues, ils voient que celui que tu accueilles sur ta terre, il va juste te manger ton pain blanc. Oui, on pense certains fascistes. C'est ce qui se produit actuellement en Europe, parce qu'ils ont peur de cette invasion. Pour eux, c'est une invasion, alors que, bon, voilà. Alors que ça crée de la richesse, vous savez, si tous les gens qui créent de la richesse partaient d'un coup, l'économie
C'est le partage du savoir-faire aussi, hein, qui vient avec ce multiculturel. Comme nous avons eu tout à l'heure un jeune, un Mohamed Stati de la ville de l'Arèche, qui avait inventé et créé un petit avion et qu'il a lancé pour l'essayer sur une piste, là, sur une. Allez, il y a pas de tarmac dans son quartier, le Manar à l'Arèche, et qu'il a détruit dès qu'il a entendu arriver les autorités, malheureusement. C'est lui qui le trouve, c'est eux qui l'ont détruit. Non, 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 justement, aujourd'hui, on voulait une version juste et on a entendu de sa propre bouche qu'il l'a détruit par contrainte d'avoir peur des autorités et des conséquences qui pouvaient être derrière. Voilà. Oui, sans nous, si quelqu'un invente quelque chose, on va le détruire lui et son invention. C'est pas, ça c'est connu. Hein. Mais, On ne fait rien pour que les gens inventent. On n'est pas un terrain d'invention, ça c'est une réalité, on ne peut pas se voiler la face. Les autorités auraient peur de quelqu'un qui invente quoi que ce soit. Parce que c'est un manque de vision. Quand on prend quelqu'un qui a du talent, on lui tend la main, on lui met les conditions, donc il va produire plus. Et quand quelqu'un qui a du talent et que son talent, on s'en occupe pas, ça sera comme des centaines et des centaines de talents gâchés. Malheureusement. Donc, voilà. Oh. Heureusement, vous savez, il y a un aussi qui a inventé une fois un avion prison. C'était en 2012. Oui, c'est ça. Donc, on ne peut rien inventer de toute façon, on ne peut rien inventer. Il y a des lobbies qui font. C'est pas la peine d'inventer quoi que ce soit. Non, mais notre devoir, comme vous le savez, à Voice of Morocco, Sort le Maghreb, c'est que c'est de la promotion des compétences marocaines d'ici et d'ailleurs. Hein. De toute façon, il faut quand même continuer à lutter pour trouver de nouvelles façons d'être, de nouvelles façons de voir les choses. Parce que la vie est comme ça, elle est faite de TDF. On ne peut pas lâcher, il ne faut pas laisser. Effectivement, les gens qui ont de la bonne volonté, il faut qu'ils travaillent pour ça. Et justement, là on reparle encore des crises humanitaires, des Rohingyas, ce sont des musulmans qui payent indirectement le fruit de la propagande anti-islam dans le monde. Certes, il y a une aile musulmane qui s'apparente à l'islam, qui maintenant est étiquetée terroriste et qui fait des mauvaises choses. D'ailleurs, c'est très mauvais même pour les musulmans. Mais les bouddhistes, il y a un bouddhiste là-bas qui s'appelle Virchow, sur laquelle il y a un documentaire très éloquent qui s'appelle Le Vénérable W, fait par un metteur en scène suisse juif qui s'appelle Barbet Schroeder. Et pourquoi j'ai dit juif? Parce qu'en fait, il compare exactement ce qui se passe actuellement pour les Rohingyas comme ce qu'il a enduré le peuple juif dans les années 40. L'exode. Une propagande qui pousse une partie de la nomenclatura des exactions et qui laisse l'autre peuple qui regarde tranquillement parce qu'il pense que c'est bien. Parce que quand Virchow raconte, ces musulmans, ils sont mauvais parce qu'ils sont terroristes, il vaut mieux les retirer et les faire partir au Bangladesh, tout le peuple birman est d'accord et il commence à croire qu'effectivement, tout musulman est un terroriste en puissance. Et parce qu'on a laissé faire et on a laissé glisser. Et les musulmans, les intellectuels musulmans, ils se sont tus et ils laissent faire cette propagande qui est en train de discréditer tout le monde. De toute façon, ça va arriver parce que une fois qu'on laisse faire les propagandistes, ils ne s'arrêtent pas, ils ne s'arrêtent jamais et ils vont avancer step by step jusqu'à ce que cet amalgame touche tout le monde. Et là, le Rohingya, moi je pense même pour les Européens et devrait vraiment réfléchir à cette situation, parce que c'est une situation comparable aux musulmans d'Europe, c'est une minorité qui vit au sein d'une majorité. Et si un jour la majorité, on va la convaincre que vous êtes un danger, la majorité soit elle va vous exterminer, soit elle va au moins se taire, ne rien faire. Il faut vraiment penser à ça. Il faut penser à ça. Et l'histoire se répète, vous savez. Au Rwanda, par exemple, il n'y avait pas de problème de religion, mais problème d'ethnie. Une grande ethnie a voulu éliminer une petite ethnie et ils ont réussi à convaincre tout le monde de laisser faire.
Et donc les Hutus ont commencé à massacrer les Tutsis, et les autres Hutus qui étaient même de bonne volonté n'ont rien fait. Et moi, quand j'étais au Rwanda en 2004, justement, je me suis penché sur cette question, et figurez-vous que j'ai trouvé les seuls Hutus qui n'ont pas participé au massacre, ce sont les musulmans. Et les seuls Hutus musulmans, c'est eux qui ont protégé les Tutsis. Mais personne n'en parle. Parce que c'est pas bien de montrer qu'il y a des musulmans bien quand même. Subhanallah. Subhanallah. Parce que sinon, ça va tâcher. Le musulman, maintenant, il est terroriste. Alors, quand il est un musulman qui fait des bonnes choses, bah oui, celui-là, il n'est pas comme tout le monde, donc c'est une rareté. C'est incroyable comme les gens sont. C'est un glissement sémantique très dangereux et qui existe dans tous les pays d'Europe. Ça existe en Belgique, ici en France, ça existe en Suisse. Maintenant, en Angleterre, ça commence aussi. Aux États-Unis, vous avez vu Trump, comment il parle. Voilà. C'est une tristesse incroyable. Mais bon, je pense qu'il y a quand même. Vous faites, je pense, un travail formidable dans votre radio de pouvoir un peu, comme ça, parler des problèmes, inviter des gens et parler. Mais je trouve que malheureusement, les intellectuels musulmans, que ce soit en Europe ou au Maghreb, ils sont en train de dormir. C'est pas grave, à cause du soleil. Mais alors, les Européens, ceux qui sont en Europe aussi, ne jouent pas leur rôle en se disant que moi, je suis sauvé. En fait, personne n'est sauvé. Parce que quand on est dans la même marmite, tout le monde peut en prendre. Tout le monde peut en prendre parce qu'on ne va pas, quand il y a des exactions, on ne sépare pas celui qui prie de celui qui ne prie pas, celui qui a des diplômes de celui qui n'en a pas, celui voilà, on va prendre tout le monde et va subir les exactions. Et l'histoire est là pour le rappeler. Il faut qu'on lise l'histoire. Malheureusement. Est-ce que depuis votre retour dernièrement, il y a des choses qui sont mises en place pour sensibiliser les gens, des ONG, parce que ramener des vêtements, ramener des couvertures, ramener de la nourriture, ça va coûter beaucoup plus cher que d'acheter sur place. Oui, je pense que ceux qui veulent aider, ne sursoient pas à la réflexion. Pourquoi il leur arrive ça? C'est ce que je souhaite, moi. Je souhaite que les musulmans, au-delà de l'aide, les musulmans d'Europe, ou même nos copains occidentaux non musulmans, pensent pourquoi il leur arrive ça. Il leur arrive ça parce que c'est une ethnie musulmane. Il y a peut-être quelque chose au-dessous des cartes, peut-être qu'il y a un pipeline ou un milieuduc. Il y a quelque chose qui va se passer sur place. Bon, qu'on ne connaît pas très bien, parce que tout problème politique, derrière lui, il y a un problème économique. Ça, c'est connu, et toujours l'histoire nous montrera ça. Mais peu importe, l'essentiel, c'est que pourquoi. Après, effectivement, ceux qui veulent aider, parce qu'effectivement, le moindre des choses, c'est d'essayer d'aider d'une façon ou d'une autre, c'est que voilà, il y a des ONG qui partent sur place et qui achètent tout sur place, en plus c'est moins cher, et ça fait aussi travailler l'économie du Bangladesh, qui est un pays pauvre. Oui, j'encourage plutôt ça, effectivement. De toute façon, ils ont besoin de beaucoup de choses. Et moi, par exemple, je vais vous dire que je suis toujours étonné de voir toujours les Occidentaux non musulmans se mobiliser plus que nous. C'est une tradition. Par exemple, dans cette histoire, il y a quand même pas mal de musulmans, surtout d'Europe, d'Australie, d'Angleterre, de France. On n'est pas vu de Belgique, parce que Belgique c'est un petit pays, mais quand même, il y a des gens qui font des choses de Belgique. Et j'ai vu aussi des jeunes femmes anglaises, anglaises blondes aux yeux bleus, qui ont entre 20 et 22 ans, venir passer quelque temps au camp, juste pour enseigner l'anglais aux petits Rohingyas. Je trouvais ça magnifique. Voilà, parce qu'en fait, les Rohingyas, quand tu creuses un peu, ils ont été privés d'éducation, même en Birmanie. Et l'arme qui pourrait faire en sorte pour eux de comprendre, c'est l'éducation. Et la première chose à commencer, c'est pour apprendre l'anglais. Apprendre l'anglais, c'est important, ça permet de communiquer, ça permet d'expliquer, et ça permet après de faire peut-être des études, je ne sais pas. Voilà, je trouve ça bien. L'appel, elle est lancé. Je crois que les gens vont pouvoir suivre ce que vous êtes en train d'expliquer.
en train de nous apporter comme information pour pouvoir venir en aide à cette population qui a vu toutes les horreurs. Hein. Bien sûr, en fait, eux, quand ils vous racontent, vous savez, on a interviewé une femme qui a 7 enfants. La femme, elle a perdu son mari il y a 3 mois, elle était enceinte de son 7e, et c'est sur la route qu'elle a accouché. Donc, et pour déjà de l'exode, ça lui a coûté 2 mois de marche. C'est des conditions effroyables en fait. Et parce que je pense que, voilà, que même toutes les explications données, maintenant on est dans un climat d'exaction qui dépasse les bornes, et on trouve un pays là, parce qu'il est copain avec la Chine, protégé par la Russie aussi, fait ce qu'il veut. D'autant plus, en plus il a une caution sympathique, c'est qu'il a une pré-nouvelle de la paix de le gouvernement. Oui. Non, il ne se passe rien, tout va bien. Bah, oui, tout va bien. Ils ont même démenti, hein. Ils ont même démenti toutes les vidéos, les horreurs qui circulaient sur les pages bleues, sur les réseaux sociaux. Ils ont eu le culot de démentir. Oui, on peut démentir, mais de toute façon, comment on peut expliquer l'exode de 600 000 personnes avec leur village brûlé? Alors, est-ce qu'un cerveau bien normal peut croire à ça? Que des gens peuvent laisser leur village, depuis combien de temps qu'ils habitent, pour venir habiter dans une tente et commencer à quémander de l'argent, à quémander de la nourriture? Est-ce que ça existe, ça? Ça n'existe pas. On ne fuit que quand on va mal, quoi. C'est exactement comme tout à l'heure, on parle aussi des Africains qui partent d'Afrique et qui sont retenus en Libye et qui risquent leur vie en traversant la mer, mais ils ne partent pas d'Afrique pour le plaisir. Ils partent parce que l'Afrique est saignée. L'Afrique est saignée, toute la richesse de l'Afrique part ailleurs. Forcément, ils n'ont ni travail, ni quoi que ce soit, ils partent alors. C'est pas la même chose. Là on part parce qu'il y a la pauvreté derrière. Les Rohingyas, ils avaient une terre fertile, ils partent parce qu'ils sont poussés à partir par une armée même. C'est ça qui est terrible. C'est une armée qui pense qu'il fait ça. Et le monde regarde. Bon, comme un spectateur. Nous, ben voilà, nous comme les gens humanitaires, moi je pars, je reviens, je suis plutôt déçu. Qu'est-ce que je peux bien faire? J'ai opéré, je fais des choses, on est en train de travailler pour peut-être ouvrir un hôpital ou bien travailler, mais ça reste quoi? Ça reste un pansement. C'est pas un traitement de fond. Qui permet, voilà, témoigner, peut-être ça nous donne peut-être une valeur pour que ça change, mais je vois qu'on est très loin. Et en parlant là, on est sur une radio, Voice of Morocco, une radio entre guillemets communautaire. Alors les pays musulmans font rien, hein, et ils ont les moyens d'appuyer sur le Birmanie, qui d'ailleurs elle amène son pétrole du Golfe. Donc, mais voilà, on est dans un tel état de faiblesse, on ne comprend pas très bien. Docteur Zoher, un grand merci de cet éclaircissement, de cet aperçu de ces misères que vous avez approchées, que vous étiez vraiment dedans, parce que vous, quand vous voyez, vous nous parlez et vous avez toutes les scènes qui reviennent. Nous ici, on ne peut que transmettre votre message, votre témoignage. Merci de le faire. Merci, c'est un plaisir de partager tout ça avec vous, et avec vos auditeurs, et tous nos frères et sœurs qui nous écoutent. Voilà, ou ceux qui peuvent vraiment rien faire, faites un dua pour eux, parce qu'en fait, ce sont des gens, musulmans ou pas, ce sont des gens qui sont en exaction, et voilà, qui souffrent parce qu'ils sont faibles et qu'ils sont au mauvais endroit, au mauvais moment. Et tout le monde doit savoir que ça peut lui arriver. Personne n'est à l'abri, mais vraiment personne n'est à l'abri. Encore merci, et nous vous attendons toujours votre présence, de nous honorer au studio, Inch'Allah un jour. Oui, bien sûr.
sûr, je viendrai en Belgique avec plaisir. On organisera quelque chose, Inch'Allah, une rencontre avec les Belges, frères et sœurs, à Namur ou même à Bruxelles. Voilà. Plutôt à Namur, parce que nous sommes plus à Namur qu'à Bruxelles. D'accord, très bien. À Namur alors. Inch'Allah, marhaba. Et on peut faire une tournée sur la Belgique, pourquoi pas Bruxelles, Anvers, et pourquoi pas Mons, Liège. Hein. On verra suivant le temps qui vous le permettra, Inch'Allah. On organisera ça. Avec plaisir. Encore merci pour votre fidélité. On parlera de ça et on parlera aussi de ce qui se passe au Maroc, parce que là, je repars au Maroc pour travailler encore. Il y a la saison d'hiver. Il commence à faire froid maintenant au Maroc. Ouais, il fait froid, effectivement. Donc, il y a des villages reculés où on s'occupe un peu de gens. Donc, c'est aussi intéressant que les gens sachent ce qui se passe là-bas. Mais on peut juste saisir votre participation d'aujourd'hui et en parler quelques minutes sur la situation actuelle, puisqu'il y a encore des routes qui vont être barrées et des villages retirés, enclavés, des enfants isolés du monde, puisqu'il n'y aura plus de circulation vu la météo et la tombée de la neige. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a des montagnes neigeuses où il neige fort au Maroc. Il y a des régions où il neige très très fort au Maroc. Voire même la circulation et la relation avec le monde civilisé se coupe complètement pendant toute la période hivernale. Docteur Zoher, vous qui avez vécu et qui a participé à ces caravanes humanitaires pour les enfants des montagnes, dites-nous un petit aperçu sur cette souffrance qu'endurcissent les habitants de ces villages. En fait, là, c'est vraiment quelque chose de douloureux, en fait, de douloureux. Douloureux parce qu'en fait, les gens dans les villages lointains et enclavés, surtout quand il commence à neiger ou à pleuvoir, les routes se coupent effectivement. Disons qu'ils ont 3 mois difficiles, de décembre à février. Il fait très froid. Un instituteur m'a dit que les enfants ne peuvent même pas prendre un stylo en classe. Il fait tellement froid. Que beaucoup d'entre eux ne viennent pas tous les jours. C'est pour ça que vous avez ces enfants-là déjà, ils ne sont pas très bons en classe, ils ne sont pas studieux parce qu'ils ne peuvent pas suivre leur scolarité, et même quand bien même ils arrivent à dépasser le primaire pour passer au secondaire, l'école elle devient très loin encore. Alors là, il y a des maladies qui vont venir l'hiver, parce que comme en France, hein, les bronchiolites, les infections respiratoires, les problèmes de peau, et surtout les infections respiratoires et les rhinites qui peuvent se compliquer. Si c'est viral, ça passe. Si c'est bactérien et qu'ils n'ont pas d'antibiotiques, beaucoup d'enfants meurent malheureusement. C'est pour cela en fait qu'au-delà des caravanes dont vous parlez, moi j'ai pris un peu de recul par rapport à ça. J'ai commencé dans certains endroits où on trouve des ONG locales à faire des cours de secourisme et de soins d'urgence. Le but, c'est de parmi les jeunes des villages leur apprendre comment gérer les situations d'urgence, parce que de toute façon, ils ne pourront pas arriver chez le médecin en centre de santé qui est forcément loin, et si la route est coupée, ils ne peuvent pas y arriver. Et donc, alhamdoulilah, il y a un peu de succès là-dessus, et je leur laisse en fait une trousse de secours avec tout ce qui bétadine, des compresses et aussi quelques antibiotiques antitussifs, anti-inflammatoires, au moins pour qu'ils peuvent donc traiter les premiers soins. Les infections. Voilà, parce qu'effectivement, quand je pose la question, bien sûr, ils leur donnent Zitlaoud de Touma, ça c'est très très bien, Zitlaoud de Touma, c'est très bien quand c'est viral. Dès que c'est bactérien, c'est pas bien du tout, il faut un antibiotique. Et ils n'ont pas d'antibiotique. Et l'antibiotique, il coûte cher, il coûte 100 dirhams. Vous savez, les gens là-bas, ils vivent avec rien, ils n'ont pas d'argent. Beaucoup d'entre eux sont pauvres. Et donc, je pense que la meilleure aide, c'est celle qui est précise. C'est ce que j'ai essayé de développer un peu. Et voilà, je travaille sur ça. Et là, bientôt, il y aura des étudiants en médecine que je vais former pour qu'ils puissent un peu aller à peu près dans la plupart des villages, parce que bien évidemment, tout seul, je ne pourrais pas aller partout. Donc voilà, ça c'est mes futurs projets qu'on va monter, Inch'Allah, quand l'ONG sera créée, pour
tous les gens, tous les Marocains du monde voudraient participer financièrement pour financer surtout le déplacement des étudiants, puisqu'on ne prend rien. Nous, enfin, d'habitude, moi je pars avec sur les frais, mais quand tu as des étudiants, des infirmiers que tu veux faire partir, il faut quand même un peu de frais. C'est pas énorme, mais la valeur donnée aux médicaments qu'on emmène, surtout à l'enseignement, c'est important. Voilà. Est-ce que, non, non. اسمح لي, docteur, est-ce que quand vous souhaitez mettre en place une caravane ou un déplacement d'étudiants avec tout un lot de médicaments à distribuer, des sensibilisations sur place, des apprentissages, des soins, des premiers soins, comme vous dites, du secourisme, est-ce que quand vous avez le soutien des généreux, des donateurs au Maroc, est-ce que les gens participent du bon cœur à ces actions? Est-ce que vous avez cette difficulté de récolter des fonds? En fait, il faut dire que pour l'instant, moi, je ne fais pas d'appel de récolte de fonds. Je n'en fais pas. J'ai quelques amis qui m'aident, ou bien des ONG locales qui nous invitent, parce que je voulais surtout rester un peu loin de l'argent, parce que beaucoup d'ONG ont récolté des fonds, ils n'en ont rien fait avec, et ça a donné aux gens une sensibilité vis-à-vis de tout ça. Moi, je voulais plutôt, en fait, qu'il y ait un travail de fait. Et quand le travail est fait, les gens d'eux-mêmes, ils comprennent qu'il y a besoin de participer financièrement, et ça vient. Voilà, j'ai une philosophie là-dessus, c'est que je dis que l'argent n'est qu'un moyen, c'est pas le but en soi. Il en faut, certainement, mais si on la met, elle, en priorité, on fait rien. On fait rien. Et donc, moi, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec très peu de moyens. Et d'ailleurs, voilà, preuve que, alhamdoulilah, tout ce que j'ai réussi à faire, c'est vraiment avec peu de moyens, que si vraiment une ONG grosse voudrait le faire, elle déploierait des milliers d'euros. Elle interpellerait le monde entier pour pouvoir répondre à cette action. Ouais, je pense qu'il faut de la volonté. Quand on a de la volonté, après ça vient. Nous, on admire votre volonté, votre engagement vers cette population qui attend avec impatience des aides de tout genre. Parce que la semaine dernière, on avait eu Cheikh Abdelkbir Hadidi, l'organisateur de la distribution à Essaouira des paniers alimentaires qui ont causé la mort à 15 femmes, et qu'on a eu une version autre que celle qui était écrite dans la presse, que celle qui était dite et diffusée dans les médias. D'ailleurs, je ne vous ai pas écouté parce que j'étais au Bangladesh. Oui. Et c'est vrai que le Hadidi, moi je le connais de Casablanca, c'est un monsieur qui est très respecté. Et je pense qu'il a essayé de faire du bien, mais après, quand ça dérape, c'est pas de sa faute. Je ne sais pas comment il a expliqué les choses. Ben, la vidéo, elle est toujours sur YouTube, vous pouvez l'écouter aussi. Et nous, on a eu la version propre de sa bouche pour démentir et éclaircir un petit peu ce qui était dit. Parce que vous avez une version sur le jeune de la Reich qu'on a cassé, que les autorités ont cassé son avion, que c'était lui-même avec ses potes, ils ont tout cassé par crainte des représailles des autorités. C'est encore pire quand c'est lui-même qui casse. Tellement, vous voyez, tellement il a peur. Oui. Tellement il a peur qu'il casse son engin. Dans quel état on est? Oui, il a dit qu'il était qu'un rob. Il a exprimé ça, rob, carrément le mot. Hein. Rob, il a dit. Mais moi, je tenais à savoir. Nam. C'est ça, c'est pas bon pour la créativité. Vous savez, les musulmans, on dit toujours, on avait à un moment donné, on avait notre âge d'or, on avait de la créativité, mais parce qu'il y avait l'aman. On était dans un moment propice à la créativité. Et ce moment propice a fait que on a créé les mathématiques, on avait les grands médecins, les grands philosophes. Mais sans aman et sans sérénité, tu crées rien. Comment veux-tu créer quelque chose? Là, il a peur. C'est incroyable. Voilà, c'est vraiment moi, je suis médecin, j'y peux rien, donc je vais le dire. C'est un symptôme, quand même, d'automutilation incroyable. D'avoir peur des autorités à ce point. Les autorités, elles sont là pour nous aider, pour nous protéger, pas pour nous faire peur.
Et ben, ce jeune créateur qui habite un quartier très populaire à La Harich, le Mhaï Manar 1 et 2, 3, qui sont connus par certaines agitations de jeunes là-bas, Sioufa ou peu importe ce qui se passe, et que ce qui était dit au commissariat, au poste de police, une fois qu'il était appelé, c'est que le policier était fier de faire un rapport, un PV contre ce jeune qui est loin de la délinquance, qui est loin de banditisme. Et il avait dit lui-même, le jeune, il a dit que le policier était fier de me faire le mahdar. Pour une fois, c'était pas des agressions ou des trucs, des trucs un petit peu banditisme. C'est ça, ouais. Non, mais de toute façon, j'espère qu'il fera reconstruire autre chose, mais même dans un atelier. Et vous allez voir, par exemple, normalement, un garçon comme celui-là, il devrait être repéré par des industriels, il devrait l'inviter, lui donner tous les éléments pour qu'il puisse recréer son avion. Et je couperai ma main, que personne ne s'occupera de lui. Personne ne s'occupera de lui. J'ai du zéro. Parce que nous, on n'est pas dans un esprit d'aider les gens qui ont du talent. Les gens qui ont de l'argent chez nous, Bled, ce sont des gens qui font de l'import-export. Ils ne sont pas dans la créativité. Et justement, le monde actuellement, il n'est super que parce qu'il est dans l'innovation. Les gens qui ont créé Apple, ils l'ont fait dans un garage. C'est de l'innovation. L'innovation, maintenant, permet aux gens même faibles de se surpasser. Et tu peux être faible et tu peux sortir une force intelligence. Forte. Voilà, une force. Mais des fois, voilà, un garçon comme celui-là, normalement, les industriels marocains devraient lui sauter dessus. Mais bon, ils ne feront rien. Ils ne feront rien. Ils dire, oh, c'est un fou, qu'est-ce qu'il veut. On le traite de fou, malheureusement. Ah, bien sûr, on le traite de fou. Comment voulez-vous que les fous vous traitent? Subhanallah. Attention. Cassez Zahiriak. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Et c'est ça en fait, c'est ça, vous savez, les gens qui réussissent, c'est les gens qui ont une idée, après ils trouvent des mains tendues. C'est ça en fait, pour réussir quelque chose de créativité. Et d'ailleurs, tous les pays du Sud qui ont un peu se surpasser, ils ont fait de la créativité. C'est tout. Donc, c'est la réalité, elle est là, on ne va pas la changer. Alors, c'est des gens de qualité, Inch'Allah, Rahman Rahim, on vous remercie pour votre fidélité à notre émission, de participer, de nous ramener à un éclaircissement sur les situations. On vous donne rendez-vous à Namur, Inch'Allah, marhaba, nahar kbir hadak. Nous serons très honorés, Inch'Allah, Rahman Rahim. Et bonne continuation. Allah يعاونك في هذا الشيء اللي كدير الخير. Vous êtes parmi nos fiertés. Allah شاهد علينا. Merci beaucoup. Je remercie tous. Merci pour l'invitation. Je remercie tous mes amis et frères et sœurs qui nous écoutent. Je leur souhaite plein de bonnes choses. Barakallahu fikum ajma'in. شكرا لك. Nous étions en direct avec Dr Zouher Lehna. Après son retour de Bangladesh, d'avoir visité les Rohingyas. Nous allons reprendre un appel. Allô? Allô? أهلا وسهلا مرحبا. سي ميلود. أهلا وسهلا معنا ميلود جلول en direct de Bruxelles, l'organisateur du fameux salon immobilier qui verra les jours le week-end prochain, le 16 et le 17 de ce mois-ci. Au Grand Hôtel de Grand Plaza à Bruxelles. مرحبا بك سي ميلود, اهلا وسهلا ونهار كبير. هذا اللي شرفتنا عبر التليفون عبر الميكرو. لو بليزير بور موا سي ناصر, وشكرا على الاستضافه وشكرا على التشجيع ديالك على لي زيفينمون ديالنا ايتو. هوزمون كاين دي جورناليست كوم توا. الحمد لله, بارك الله فيك, ميرسي بور سو تيمونياج. سي ميلود, احنا اليوم كنا غنتواصلوا معك, اسبقتينا مي ما درتي مزيان, لان بغينا نعرفوا المستمع الكريم والناس اللي كيتسمعوا لنا واللي ناس اللي غير هما غادي يكونوا لساننا ولسانك الاصدقاء ديالهم باش يهضروا لهم على ليفينمون اللي غادي يكون في لو 16 et le 17 de ce mois-ci à Bruxelles.
Inch'Allah. Qui m'a dit que c'est un salon d'immobilier organisé par Sofia Events, la société qui est dans les événements, depuis quelques années, on essaye de faire pas mal de choses. C'est la deuxième fois que j'organise un salon d'immobilier pour le grand promoteur Excelia et Coralia, qui sont dans le domaine de l'immobilier, le moyen et le haut standing. En fait, le salon radical le 16 et le 17 décembre, Inch'Allah, au fameux Palace Grand Plaza, la place Roger. C'est quoi? C'est le métro Roger? Métro Roger. Voilà, pour faciliter l'accès aux gens. C'est vraiment la place d'El Roger. L'accès au niveau des transports en commun et tout, c'est très facile. C'est presque en face de la rue Neuve pour les gens de Bruxelles. Mais bon, le salon qui m'a goûté, il est orienté ou destiné à toutes les personnes Mgharba ou les Belges, pourquoi pas, parce qu'en fait on a des riades à Marrakech et Agadir. Oui. Il y a les villes très ديال المغرب كامل سعيدية وجدة أكادير مراكش طنجة Capo Negro. Oui. Que ce soit des villas, des appartements, des terrains à bâtir. Il y aura la présence des banques, les trois grandes banques marocaines, soit le Banque Chabi, Wafa Bank ou la BMCE. Pour les ouvertures d'ouverture de prêt. Oui. Là, d'ouverture de prêt, justement, oui. En fait, l'achat d'un bien, c'est pas évident. Il faut plusieurs partenaires, le rêve d'elle. Il y a même une société IMO-Finance, avec des experts la fiscalité, parce qu'on entend que maintenant, pour le Maghreb, on doit déclarer, on ne doit pas déclarer, mais il y a des experts qui ont des brochures pour la question, il n'y a aucun souci. المهم غادي تكون الحضور ديال هذه دي كونت سوسيتي ديال ليموبيلي غادي يكون واحد الحضور متميز ديال الفنانه ديال المغاربه اللي جبناهم باش يتلاقاو ويديروا واحد كما يقولوا دي بيغ دو كو بها الناس تجي تفوج على راسها باسي بال ابخي-ميدي من بال ابخي-ميدي مع في الصالون. غادي يكون معنا سميره البلوي اللي هي المقدمه ديال البرنامج الصباحي تاع دوزام. نعم. غادي تكون معنا لا كروند اكتريس سميره قريو اللي معروفه بلاد لاله فلانه. غادي يكون معنا لو كروند اكتور هوموريست الخياري محمد اللي هو غادي الكريم. هذا هرم كما يقولوا. هرم. وغادي يكون معنا لو عفير ماروكان ديالنا هو رشيد العلالي المعروف سو لو ديال رشيد شو. رشيد شو غادي يكونوا حاضرين معنا. وهادو غادي يكونوا حاضرين اللي بغى يتلاقى معاهم غادي يكونوا حاضرين في الصالون يتصوروا معاهم يشربوا كاساتاي باسكو اون با اوفير دو تي دو كافي دي بيسي ماروكان المغاربه معروفين الحمد لله بالعرب ديالنا. Ça sera une rencontre familiale. Tout à fait. Ça se veut familial dans le sens où on a même prévu un coin pour les enfants avec des animatrices. Les enfants, ils seront dans un coin avec des animatrices, coloriage, une sorte de garderie. Une sorte de garderie. Même pour les jeunes filles ou bien pour les mamans, la grande, le élève à Bruxelles, qui est très connu. Très connu, tout ça c'est gratuit. Moi je le dis, c'est اللي ما بغاش يشري او ما يشوف وغابغ اون ايدي باسكو لا سبيسيفيتي هذا العام هو انه لو سالون واخا ديكو دو جور لو بروجي va rester ici chez Imo Finance باش اللي بغى باسكو كاين ديما ان ويكاند ما غاديش ياخذ الوقت سي با سي بور لي بور اون ريفليكسيون باش يشري لو بروجي va rester ici avec les maquettes avec les contrats avec tout حتى الواحد بعد بغى يشري يتصل بيا ما كان حتى مشكل. اللي بغينا نوضحوا سي ميلو الجلول وهو هذا لو كونسيبت هذا n'a rien à voir avec Doha. n'a rien à voir avec اسمح لي. هذا لافونتاج كون moi je comprends الناس لا ريتيسونس ديالهم. لا غير اسمح لي باش ما نمشيوش بعيد غير باش نقول اسمح لي لا قطعتك. ça n'a rien à voir avec SMAP Expo. لا هكا باش الناس باش نشرحوا الله يرضي عليك باش نوضحوا. هذا عبد ربي ضاعي اتصل بهذه الشركه في المغرب قال سجلوا تبارك الله عندك اون سيغتان اكسبيريونس في هذا الدومين تاع الناس قلت مع الراس والعين دابا ولورغينيز ديجا دون ان بالاس يعني دون ان اوتيل هذا غير ما بغيتش توري تاكسي ولا نعم ça
ça se veut convivial. Dans un salon, peut-être qui m'a voulu que pour attirer les familles, les humoristes, les artistes marocains religieux, les activités marocaines, qui m'a voulu le fameux, le grand Mohamed Zahraoui, le calligraphe marocain Diana, pour offrir les prénoms d'Yalkoum et tout sera sorti pour le l'animation musicale va être assurée par le grand Adil Asmani. C'est quelqu'un qui vient spécialement du Maroc. اللي غادي يغني داك الشيء تاع التراث والطرب العراقي والطرب الاندلسي سورتو بمناسبة الميلود. tout à fait يعني سيتي بيان دو حنا اون سو فو سورتو لو ويكاند مع هاد البرد واحد بعد فين نمشي يجيو مرحبا بهم avoir une idée à le salon comment ça se passe, comment avoir une idée des biens qu'on propose, et ce qui est bien, il y a toutes les villes concernées, et ce qui est bien, ce qui est important, il faut le signaler, c'est la femme, c'est que je comprends la réticence à les gens, avec les expériences négatives, les dettes à l'échouadine. Hadou, c'est des biens déjà construits. Ah, les gens n'achètent pas sur plan. Là, ils n'achètent pas sur plan. Il y a quelques 10% sur plan, mais 90% des ladas, c'est construit. Ils peuvent aller, moi je connais très bien par exemple la région d'Inatia. Je sais qu'il y a des projets, mais vraiment, comme a dit pas de vacances et tout, c'est vraiment, et les prix sont très très attractifs par rapport, et des promotions par rapport au salon. Est-ce que dans ce salon, il y aura l'économique? Non, malheureusement non. Voilà. Malheureusement non. C'est comme malheureusement ça. Non. Mais il faut, l'économique reste à partir de 25 de 250 000. Non, 250 000. Normalement, ici, ça, par exemple, je pense le moins cher, on est à 40, même pas 35 000 euros, 40 000 euros. Non, 450 000 dirhams. Tout à fait. Non. Tout à fait. Et l'économique, c'est pas que l'économique, regarde pour se mal aller, pour les problèmes les faits, on a évité ça, comme j'ai dit au départ, c'est le moyen et le haut standing. Non. Et en plus de ça, ce que j'ai oublié de signaler, c'est que l'entrée, elle est gratuite. Elle est ouverte à tout le monde, et c'est de 11h à 19h. D'accord. Voilà, l'appel est lancé, l'invitation est ouverte à tout. Celui qui veut quelques informations, il peut me contacter au 0475 227 954. Je dis bien 0475 227 954. Ça se passe, Inch'Allah, le 16 et le 17 décembre, de 11h à 19h, au Grand Plaza, Place Roger, à Bruxelles. Et nous, Voice of Morocco a publié votre invitation sur le mur de la page de Voice of Morocco, où les gens ils peuvent aller consulter les informations et prendre le numéro de téléphone de contact qui est le vôtre pour pouvoir s'organiser et peut-être même avoir des informations avant d'ouvrir un dossier de crédit ou quoi pour pouvoir ramener des documents, pièces, fiches de paie ou quelque chose ainsi. Tout à fait. Voilà, nous souhaitons... me contacter pour ADEC, pour préparer le dossier. Tout à fait, on peut le préparer pour que le jour de salon concrétise. Il y a le jeu leur donne les opportunités qu'il y a. Inch'Allah, Rahman Rahim. Nous. مرحبا. Encore une fois, مرحبا بكم جميعا، مرحبا بالناس ديالنا ميور، مرحبا بالمستمعين ديالك في كامل العالم، في العالم دابا تبارك الله دو فويس اوف مoroccو ولا تسمع في العالم كامل. مرحبا بالمستمعين الكرام، ورانا نحل الاشاره. وشكرا للجميع. شكرا لك، شكرا ميلود جلول، منظم ديال اكسبو immobilier 2017 qui aura lieu à l'hôtel Grand Plaza à Bruxelles, place Roger. N'hésitez pas à venir voir, s'informer. مرحبا بك، شكرا لك. Voilà, c'était Milo Djiloul avec les informations. N'hésitez pas à visiter la page Voice of Morocco où l'invitation est publiée pour avoir plus de renseignements sur cet événement qui vous attend avec impatience, avec des stars marocaines, avec des gens que vous aimez, que vous souhaitez partager un moment avec eux. Ils seront présents dans le salon les 2 jours à vous côtoyer, à vous parler, à partager un thé avec vous. N'hésitez pas à vous déplacer et à amener vos amis avec pour pouvoir, même si vous n'achetez pas, quelqu'un de vos amis, vos connaissances, puisse saisir cette opportunité et peut-être faire son affaire pour pouvoir bénéficier d'un appartement sur place au Maroc. Ben voilà, nous allons revenir à notre cher Tarek qui est fort occupé pour le moment et il me fait des signes de loin. السلام عليكم طارق، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سي نصر، تبارك الله عليك. كي راك داير مع هاد البرودات؟ الحمد لله، اجواء البرد والثلج بدات، وهذا هي